En 1867, dans une ferme isolée du Kentucky, 9 hommes brûlèrent vifs dans leur propre maison, toutes situées dans un rayon de 15 kilomètres. Chacun portait, gravées dans la chair de son torse, les mêmes marques que celles qu'ils avaient jadis infligées à une femme nommée Charity. Les autorités parlèrent de coïncidence. Les familles savaient qu'il s'agissait de quelque chose de bien plus sombre. Avant de commencer cette histoire qui va vous glacer le sang, abonnez-vous à la chaîne et dites-nous en commentaire de quelle ville vous nous écoutez en ce moment. Nous voulons savoir où se trouvent ceux qui n'ont pas peur de la vérité. Les années qui suivirent la guerre de sécession laissèrent le sud des États-Unis dans un état de dévastation morale et économique dont les cicatrices demeureraient visibles pendant des décennies. Dans les comtés ruraux du Kentucky, loin des villes reconstruites et des discours sur la réconciliation nationale, la violence de la guerre avait laissé des marques plus profondes que les champs brûlés et les maisons détruites. Elle avait brisé quelque chose dans l'âme des hommes, quelque chose qui ne pouvait être réparé par aucun traité ni aucune loi. Le comté de Harlan, niché dans les montagnes Appalaches, était l'un de ces endroits oubliés où le temps semblait s'être arrêté en 1865, l'année de la capitulation. Les routes de terre rouge serpentaient entre des fermes délabrées, des granges effondrées et des champs où ne poussaient plus que des ronces. Les hommes qui avaient survécu à la guerre rentrèrent avec des regards vides et des mains qui tremblaient au moindre bruit soudain. Les femmes apprirent à reconnaître le silence particulier qui précédait les explosions de rage, à anticiper les nuits où leurs maris se réveillaient en hurlant, perdus dans des cauchemars de Shiloh ou d'Antietam. Dans ce paysage meurtri, il existait un hameau que les cartes ne mentionnaient même pas. Une poignée de fermes dispersées le long d'une vallée étroite, que les habitants appelaient simplement le Creux. C'était un endroit où les familles vivaient depuis des générations, où les mêmes noms se répétaient dans les registres paroissiaux depuis la fin du XVIIIe siècle. Les Caldwell, les Brennan, les Sutton, les Pike, les Drummond. Des lignées qui s'étaient entremêlées par le mariage et le sang, créant un réseau complexe de loyauté et de rancune qui remontait à bien avant que quiconque puisse s'en souvenir. La guerre avait divisé ces familles. Certains hommes du Creux avaient combattu pour l'Union, d'autres pour la Confédération, et quelques-uns avaient simplement déserté pour rentrer protéger leurs terres des pillards des deux camps. Quand tout fut terminé, ils se retrouvèrent face à face, portant les cicatrices de bataille où ils auraient pu s'entretuer sans le savoir. Ils évitaient de parler de ces années, se contentant de hochements de tête silencieux quand ils se croisaient sur les chemins. Mais le silence n'effaçait pas la mémoire, et la mémoire n'effaçait pas la haine. C'est dans ce contexte qu'il faut comprendre ce qui arriva à Charity Brennan. Elle était née en 1842, fille unique de Thomas Brennan, un fermier qui possédait quelques hectares de terre rocailleuse à l'extrémité nord du Creux. Sa mère était morte en couche, et Thomas l'avait élevée seule, avec une sévérité qui cachait mal une tendresse maladroite. Charity grandit en garçon manqué, apprenant à travailler la terre, à réparer les clôtures, à soigner les animaux. Elle avait les mains calleuses et le regard direct, ce qui déplaisait aux femmes du hameau qui trouvaient qu'une jeune fille devrait apprendre les arts domestiques plutôt que de s'acharner dans les champs comme un homme. À 17 ans, Charity était grande, mince, avec des cheveux sombres qu'elle attachait toujours en une tresse serrée qui lui tombait dans le dos. Son visage était anguleux, presque sévère, mais quand elle souriait, ce qui était rare, quelque chose s'illuminait dans ses yeux gris qui faisaient tourner la tête aux jeunes hommes du Creux. Elle ne leur accordait aucune attention. Elle avait appris très tôt que la plupart des hommes de cette vallée considéraient les femmes comme du bétail, un peu moins précieux que les chevaux, mais plus utiles pour porter des enfants et entretenir la maison. Son père mourut au printemps de 1860, quelques jours avant que la Caroline du Sud ne fasse sécession. Il tomba d'une échelle en réparant le toit de la grange, se brisa le crâne sur le sol gelé et expira sans reprendre conscience. Charity le trouva 2 heures plus tard, le sang formant une auréole sombre autour de sa tête.
Elle avait 18 ans et se retrouvait seule propriétaire d'une ferme qu'elle ne pourrait jamais exploiter sans aide masculine, dans une société qui refusait de reconnaître qu'une femme puisse posséder quoi que ce soit d'important. Les vautours ne tardèrent pas à tourner autour d'elle. Il y avait d'abord eu les propositions de mariage, formulées avec une fausse sollicitude par des hommes qui convoitaient ses terres. Charity les refusa toutes, poliment au début, puis avec une froideur croissante quand elle comprit que ces hommes ne voyaient en elle qu'un obstacle temporaire à contourner. Ensuite vinrent les offres d'achat, dérisoires, insultantes, accompagnées de remarques sur l'incapacité d'une femme seule à gérer une propriété. Elle refusa encore, s'entêtant à faire fonctionner la ferme avec l'aide sporadique de journaliers qu'elle payait avec les dernières économies de son père. Puis la guerre éclata, et les hommes du Creux partirent les uns après les autres. Charity continua à travailler sa terre, cultivant juste assez pour survivre, élevant quelques poules et un cochon. Elle avait 23 ans quand 1865 arriva, et elle avait appris à se méfier de tout le monde. L'été de 1865 fut particulièrement accablant. La chaleur écrasait la vallée comme une main géante, faisant craquer le bois des maisons et asséchant les puits. Les hommes revenaient de la guerre, amaigris, hagards, portant des uniformes en lambeaux et des regards qui avaient vu trop de choses. Ils revenaient à des fermes en ruine, à des femmes qui les reconnaissaient à peine, à des enfants qui les regardaient avec crainte. 9 hommes en particulier rentrèrent au Creux cet été-là. Ils avaient combattu ensemble, déserté ensemble, survécu ensemble dans les bois pendant les derniers mois chaotiques de la guerre, en pillant les fermes isolées, qu'elles appartiennent à des sympathisants du Nord ou du Sud. La violence les avait soudés en une fraternité tordue, une meute qui ne reconnaissait aucune loi sauf celle du plus fort. Il y avait Samuel Caldwell, le plus âgé, un homme massif de 38 ans, avec une barbe rousse et des yeux qui ne sciaient jamais. Joshua Pike, son beau-frère, plus jeune mais tout aussi brutal, avec une cicatrice qui lui traversait le visage de la tempe jusqu'à la mâchoire. Les frères Drummond, Isaiah et Caleb, jumeaux impossibles à différencier, sauf par la façon dont Isaiah boitait légèrement depuis qu'une balle lui avait traversé le genou à Chickamauga. Nathan Sutton, qui riait tout le temps d'un rire aigu et nerveux qui mettait tout le monde mal à l'aise. Ezekiel Brennan, un cousin éloigné de Charity qui avait toujours regardé la ferme de son père avec envie. William Harper, un homme taciturne qui ne parlait presque jamais mais dont le regard pesait sur les gens comme une menace physique. Et enfin Robert Marsh et Daniel Cross, 2 jeunes hommes d'à peine 20 ans qui avaient menti sur leur âge pour s'engager et qui étaient revenus vieillis de plusieurs décennies. Ces 9 hommes formaient un groupe inséparable. On les voyait ensemble au magasin général, à l'église le dimanche, dans les granges où ils jouaient aux cartes en buvant du whisky de contrebande. Ils parlaient peu de la guerre, mais quelque chose dans leur façon de se déplacer, toujours en meute, toujours vigilants, trahissait le fait qu'ils n'étaient jamais vraiment rentrés. Une partie d'eux était restée là-bas, dans les tranchées, dans les forêts où ils avaient traqué des déserteurs, dans les fermes qu'ils avaient pillées. Charity les évitait. Elle sentait le danger qui émanait d'eux, cette violence contenue qui cherchait une cible. Mais sa ferme était isolée, à 20 minutes à pied du hameau le plus proche, et elle ne pouvait pas éviter de croiser ces hommes quand elle allait chercher des provisions ou assister au service religieux. C'est un dimanche de la fin août que tout commença à basculer. Charity était à l'église, assise seule sur le banc que sa famille occupait depuis 3 générations. Le révérend Patterson prêchait sur le pardon et la réconciliation, des mots qui sonnaient creux dans cette assemblée où les regards restaient durs et les mâchoires serrées. À la sortie, alors que les fidèles se dispersaient lentement dans la chaleur étouffante, Samuel Caldwell s'approcha d'elle. « Mademoiselle Brennan », dit-il en ôtant son chapeau dans un geste qui se voulait courtois mais qui ne trompait personne. « J'ai entendu dire que vous aviez des difficultés avec votre ferme. » Charity le regarda sans ciller. « Mes affaires me regardent, monsieur Caldwell. »« Bien sûr, bien sûr. » Il sourit, révélant des dents jaunies par le tabac. « Mais voyez-vous, mon épouse et moi cherchons à agrandir notre propriété.
Nous pourrions vous faire une offre honnête pour votre terre. Vous pourriez aller vivre en ville, trouver du travail respectable pour une femme. Je ne vends pas. Vous devriez reconsidérer. Le sourire disparut. Ce n'est pas sûr pour une femme de vivre seule à la campagne. Toutes sortes de choses peuvent arriver. Charity sentit la menace sous-jacente, mais refusa de montrer sa peur. Bonne journée, monsieur Caldwell. Elle tourna les talons et s'éloigna, consciente des regards des 8 autres hommes posés sur elle. Elle sentait leur attention comme des mains sales sur sa peau. Les semaines qui suivirent furent marquées par une série d'incidents troublants. Des clôtures brisées pendant la nuit, des poules disparues, le puits dans lequel on avait jeté une charogne qui contamina l'eau. Charity savait qui était responsable, mais elle n'avait aucune preuve et aucune autorité à qui s'adresser. Le shérif du comté était dépassé par les affaires de vol et de violence qui suivirent le retour des soldats. Une femme qui se plaignait de clôtures cassées ne figurait pas parmi ses priorités. Puis vint le soir du 23 septembre. Charity venait de finir de traire sa dernière vache quand elle entendit des voix d'hommes approcher de la ferme. Elle sortit de la grange avec le seau de lait, le cœur battant, et les vit, les 9 hommes, marchant en ligne à travers son champ, portant des lanternes qui se balançaient dans l'obscurité grandissante. « Que voulez-vous » cria-t-elle, s'efforçant de garder sa voix ferme. Samuel Caldwell s'avança. Les autres formaient un demi-cercle derrière lui. « Nous venons vous faire une dernière offre, mademoiselle Brennan, une offre généreuse. Je vous ai déjà dit non. Partez de ma propriété. » Votre propriété. Il cracha par terre. Vous croyez qu'un bout de papier fait de cette terre la vôtre? Cette terre appartient à ceux qui peuvent la travailler, la protéger, la faire fructifier. Pas à une femme seule qui s'entête comme une mule. Les autres hommes s'étaient rapprochés, resserrant le cercle. Charity recula vers la maison, mais Joshua Pike lui bloqua le passage. Elle était prise au piège. « Laissez-moi passer. Nous avons une proposition différente, » dit Samuel Caldwell, et quelque chose dans son sourire fit comprendre à Charity qu'elle était en grand danger. « Si vous refusez de vendre, vous pourriez peut-être louer. Nous utiliserions votre ferme, et en échange, nous vous permettrions de rester. Je n'ai rien à louer à des hommes comme vous. » Le rire de Nathan Sutton résonna, aigu et déplaisant. « Elle a du caractère, cette petite. Trop de caractère. » Marmonna Ezekiel Brennan, le cousin. Il faut lui apprendre les bonnes manières. Ce qui se passa ensuite, Charity ne put jamais le raconter en détail sans que sa voix ne se brise. Les 9 hommes la saisirent. Elle se débattit, griffa, mordit, hurla jusqu'à ce que William Harper lui enfonce un mouchoir dans la bouche. Ils la traînèrent dans sa propre grange, la jetèrent sur le sol de terre battue qui sentait le foin moisi et le fumier. « Il faut qu'elle comprenne sa place », dit Samuel Caldwell en retirant sa ceinture. Ils ne la violèrent pas. Ce qu'ils firent était pire dans sa cruauté calculée. Ils la maintinrent immobile, 4 hommes tenant ses membres, tandis qu'elle se tordait comme un animal pris au piège. Samuel Caldwell sortit un couteau de chasse, la lame luisant à la lumière des lanternes. Charity sentit la terreur pure l'envahir quand elle comprit ce qu'ils allaient faire. « Chacun son tour, » dit Caldwell. « Elle portera nos marques. Comme ça, elle saura toujours à qui elle appartient. » Un par un, les 9 hommes gravèrent leurs initiales dans la chair de son dos et de ses épaules. Pas profondément, pas assez pour la tuer ou l'estropier de façon permanente, mais suffisamment pour que les cicatrices restent. Charity hurla contre le bâillon, les larmes coulant sur ses joues, la douleur explosant en vagues rouges derrière ses yeux. Elle sentait le sang chaud couler le long de son dos, imprégnant sa robe. Quand ils eurent terminé, Samuel Caldwell se pencha près de son visage. « Maintenant, tu comprends, cette terre ne t'appartient pas. Tu ne nous appartiens pas non plus, mais tu porteras notre marque pour te rappeler ce qui arrive aux femmes qui n'écoutent pas les hommes. Si tu parles de ça à qui que ce soit, nous reviendrons et nous finirons le travail. » Ils la laissèrent là, recroquevillée sur le sol de la grange, tremblant de douleur et de choc. Elle entendit leur rire s'éloigner dans la nuit, le son de leurs bottes sur le chemin de terre, puis le silence. Charity passa 3 jours couchée dans sa maison, fiévreuse, le dos en feu. Les blessures s'infectèrent, malgré les cataplasmes qu'elle appliqua avec des mains tremblantes.
Elle ne pouvait pas appeler de médecin. Comment expliquerait-elle ces marques? Les initiales étaient clairement lisibles. SC, JP, ID, CD, NS, EB, DVH, RM, DC. 9 hommes, 9 bourreaux. Elle ne parla à personne. Qui l'aurait cru? Les 9 hommes étaient respectés dans la communauté, des vétérans de guerre, des fils et maris de familles établies. Elle n'était qu'une femme seule, obstinée, qui refusait de se marier et de vendre sa terre. On dirait qu'elle mentait pour attirer l'attention, ou pire, qu'elle avait provoqué ces hommes d'une manière ou d'une autre. La fièvre finit par tomber. Les plaies commencèrent à cicatriser, laissant des boursouflures de chair rose et blanche qui formaient les lettres sur sa peau. Charity se regarda dans le petit miroir cassé au-dessus de son évier, tournant le dos pour voir ce qu'ils avaient fait. Les cicatrices couvaient ses omoplates, descendaient le long de sa colonne vertébrale. Elle serait marquée pour le reste de sa vie. Quelque chose se brisa en elle ce jour-là, mais quelque chose d'autre naquit également. Une détermination froide, implacable. Elle ne pleura plus. Elle se leva, s'habilla, et retourna travailler sa terre avec des mouvements lents et douloureux. Chaque matin, quand elle enfilait sa robe, elle sentait le tissu frotter contre les cicatrices. Chaque nuit, quand elle se couchait, elle sentait la douleur fantôme des 9 lames. Elle ne les oublia pas. Elle commença à les observer. Charity apprit leurs habitudes, leurs routines, leurs faiblesses. Elle apprit que Samuel Caldwell battait sa femme les soirs où il buvait trop, que Joshua Pike fréquentait une veuve du hameau voisin en cachette de son épouse, que les frères Drummond avaient des dettes de jeu qu'ils cachaient à leur famille, que Nathan Sutton volait régulièrement dans le magasin général, que Ezekiel Brennan avait tué un homme pendant la guerre, pas au combat mais de sang-froid, pour lui voler ses bottes, que William Harper avait déserté en abandonnant 3 compagnons blessés qui moururent ensuite, que Robert Marsh et Daniel Cross avaient incendié une ferme avec une famille noire à l'intérieur en 1864. Elle collecta ces informations patiemment, méthodiquement, comme on construit un puzzle pièce par pièce. Elle écoutait aux portes, questionnait subtilement les femmes du hameau, lisait les vieux journaux à la bibliothèque du comté. Elle apprit que ces 9 hommes portaient tous des secrets, des péchés qui les auraient condamnés si la vérité était révélée. Et elle commença à planifier. Si cette histoire vous donne des frissons, laissez un like et dites-nous en commentaire ce que vous pensez que Charity va faire. Vengeance, justice ou quelque chose de bien plus sombre. L'hiver de 1865 à 1866 fut brutal. La neige tomba en abondance, ensevelissant le creux sous des couches épaisses de blanc silencieux. Les familles se terraient dans leurs maisons, brûlant tout le bois qu'elles pouvaient trouver pour se chauffer, rationnant la nourriture car les routes étaient impraticables et les provisions n'arrivaient plus. Charity passa cet hiver dans une solitude presque totale. Elle ne sortait que pour nourrir ses animaux et chercher du bois. Le reste du temps, elle restait dans sa maison, assise près du poêle, cousant, lisant la Bible de son père, pensant. Les cicatrices sur son dos ne la faisaient plus souffrir physiquement, mais la douleur psychologique était devenue une présence constante, un poids qui l'accompagnait à chaque instant. Elle repensait aux paroles du révérend Patterson sur le pardon. Pouvait-elle pardonner à ces 9 hommes? Devait-elle seulement essayer? La Bible disait œil pour œil, dent pour dent. Mais elle disait aussi que la vengeance appartient au Seigneur. Charity ne savait plus en quoi elle croyait. Dieu avait laissé ces hommes la marquer comme du bétail. Dieu n'était pas intervenu quand elle avait hurlé dans cette grange. Au printemps, quand la neige fondit et que les chemins redevinrent praticables, Charity commença à mettre son plan en œuvre. Ce n'était pas un plan de vengeance simple, brutal. C'était quelque chose de plus complexe, de plus calculé. Elle voulait que ces hommes souffrent, mais elle voulait surtout qu'ils comprennent pourquoi ils souffraient. Elle voulait qu'ils sachent que c'était elle, la femme qu'ils avaient mutilée, qui apportait la destruction dans leur vie. Elle commença par Samuel Caldwell. Charity savait que l'épouse de Caldwell, Martha, était une femme pieuse, brisée par les années de violence domestique. Elle savait aussi que Martha avait un frère dans le comté voisin, un homme aisé qui l'avait supplié de quitter son mari.
Charity rendit visite à Martha un après-midi où Samuel était parti au bourg. « Madame Caldwell », dit-elle doucement quand Martha ouvrit la porte, surprise de voir cette visiteuse inattendue. « Je dois vous parler. » Elles s'assirent dans la cuisine sombre et exiguë. Martha préparait du thé avec des mains qui tremblaient légèrement, un tremblement que Charity reconnut, celui de quelqu'un qui attend toujours le prochain coup. « Je sais que votre mari vous fait du mal, » dit Charity sans préambule. « Je sais aussi qu'il a fait du mal à d'autres personnes, des choses terribles. » Martha pâlit. « Je ne sais pas de quoi vous parlez. »« Si, vous savez. » Charity se pencha en avant. « Votre mari et 8 autres hommes m'ont attaqué l'automne dernier. Ils m'ont marqué au couteau. Ils ont gravé leurs initiales dans ma chair, comme si j'étais leur propriété. » Martha porta une main à sa bouche, les yeux écarquillés d'horreur. « Mon Dieu, votre Dieu n'était pas là cette nuit-là. » La voix de Charity était plate, dénuée d'émotion. « Mais je suis là maintenant, et je vais faire en sorte que votre mari et les autres paient pour ce qu'ils ont fait. Vous pouvez m'aider, ou vous pouvez rester ici et attendre qu'ils vous tuent un jour de beuverie. » Ce fut le début. Martha révéla à Charity des choses que personne d'autre ne savait. Où Samuel cachait l'argent qu'il avait volé pendant la guerre, comment il falsifiait les registres de sa ferme pour éviter de payer ses dettes, les noms des hommes avec qui il avait commis des crimes pendant le conflit. En échange, Charity l'aida à s'échapper. Une nuit, pendant que Samuel dormait ivre-mort, Martha rassembla ses quelques possessions et partit rejoindre son frère. Elle ne revint jamais. Samuel Caldwell se réveilla le lendemain dans une maison vide. Il cria, tempêta, jura qu'il la retrouverait et la traînerait de force à la maison. Mais Martha était loin, et son frère était un homme influent, qui fit savoir que si Samuel approchait sa sœur, il le ferait arrêter pour mauvais traitement. Samuel dut ravaler sa rage et faire face aux moqueries des autres hommes du hameau. Sa femme l'avait quitté, lui, un vétéran de guerre, un homme respecté. Ce fut la première fissure. Charity continua méthodiquement. Elle approcha l'épouse de Joshua Pike avec des preuves de l'infidélité de son mari, des lettres qu'elle avait volées dans la chambre de la veuve. L'épouse de Pike confronta son mari publiquement devant l'église un dimanche matin, hurlant et le frappant avec son sac à main, tandis que la congrégation regardait, scandalisée et fascinée. Pike essaya de nier, mais les lettres parlèrent d'elles-mêmes. Son mariage s'effondra en l'espace de quelques jours. Pour les frères Drummond, Charity révéla anonymement leurs dettes de jeu à leurs créanciers en envoyant des lettres détaillées qui listaient chaque partie, chaque perte, chaque emprunt non remboursé. Les créanciers, des hommes peu recommandables de la région, vinrent réclamer leur dû. Isaiah et Caleb durent vendre la moitié de leurs terres pour payer, les laissant ruinés et se disputant constamment sur qui était responsable de leur chute. Nathan Sutton fut dénoncé pour ses vols au magasin général. Charity avait patiemment collecté des preuves pendant des mois, notant chaque fois qu'elle le voyait glisser quelque chose dans sa poche. Elle transmit ses notes au propriétaire du magasin qui confronta Sutton. Humilié, Sutton fut banni du magasin et devint la risée du hameau. Ezekiel Brennan vit son crime de guerre révélé quand une lettre anonyme parvint aux autorités militaires, décrivant en détail comment il avait assassiné un camarade d'armes pour ses bottes. Une enquête fut ouverte. Ezekiel passa des mois dans l'angoisse, certain d'être arrêté à tout moment. Il commença à boire pour oublier, négligeant sa ferme, s'enfonçant dans un alcoolisme qui le transforma en épave. William Harper fut confronté aux familles des 3 hommes qu'il avait abandonnés. Charity les avait contactés, leur avait fourni des témoignages qu'elle avait collectés auprès d'autres vétérans. Ces familles vinrent au creux, accusèrent Harper publiquement de lâcheté et de trahison. Harper, l'homme taciturne qui ne parlait jamais, se retrouva ostracisé, incapable de regarder quiconque dans les yeux. Robert Marsh et Daniel Cross furent les plus difficiles. Le crime qu'ils avaient commis était monstrueux, brûler vive une famille entière. Charity savait qu'elle ne pouvait pas simplement révéler cette information sans preuve solide. Elle passa des mois à enquêter,
à retrouver des témoins, à reconstituer ce qui s'était passé cette nuit-là, de 1864. Quand elle eut suffisamment de preuves, elle les envoya directement au bureau du procureur fédéral. Marsh et Cross furent arrêtés au printemps de 1866. Leur procès attira l'attention de tout le comté. Les témoignages étaient accablants. Ils furent reconnus coupables de meurtre et condamnés à la pendaison. La sentence fut exécutée en juin de cette année-là, devant une foule silencieuse qui regardait les deux hommes se balancer au bout de leurs cordes. 7 des 9 hommes étaient détruits. Charity avait méthodiquement démantelé leur vie, exposé leurs secrets, anéanti leur réputation. Mais elle n'était pas satisfaite. La pendaison de Marsh et Cross avait été rapide, trop miséricordieuse. Elle voulait quelque chose de plus personnel, quelque chose qui ferait écho à ce qu'il lui avait fait. Elle voulait qu'il porte ses marques comme elle portait les leurs. L'été de 1866 fut étrangement silencieux au creux. Les 9 hommes qui avaient autrefois formé une meute inséparable étaient maintenant dispersés, brisés, évitant même de se regarder. 2 étaient morts, pendus pour leurs crimes. Les 7 autres survivaient dans des états divers de ruines personnelles et sociales. Samuel Caldwell vivait seul dans sa ferme délabrée, buvant son whisky, marmonnant des menaces contre sa femme partie et contre le monde entier. Joshua Pike avait quitté le Creux après que son épouse l'eut chassé, travaillant maintenant comme journalier dans des fermes lointaines. Les frères Drummond s'étaient brouillés irrémédiablement. Isaiah accusant Caleb d'avoir causé leur ruine financière. Nathan Sutton était devenu un paria, rejeté même par les autres buveurs de la taverne locale. Ezekiel Brennan se noyait dans l'alcool, parlant tout seul, voyant des fantômes dans chaque ombre. William Harper avait déménagé aux confins du comté, incapable de supporter les regards accusateurs. Aucun d'eux ne savait que Charity était derrière toute leur misère. Ils l'avaient pratiquement oubliée, cette femme qu'ils avaient mutilée dans une grange une nuit d'automne. Pour eux, leur malheur était de simple malchance, une série de coïncidences malheureuses. Ils ne voyaient pas le fil invisible qui reliait chaque catastrophe à la femme aux cicatrices. Charity, elle, n'avait rien oublié. Les marques sur son dos étaient toujours là, se rappelant à elle chaque fois qu'elle s'habillait, se lavait, se couchait. 9 paires d'initiales gravées dans sa chair. Cet homme encore vivant, elle n'en avait pas terminé. Elle commença à les approcher individuellement, toujours la nuit, toujours quand ils étaient seuls et vulnérables. La première visite fut pour Nathan Sutton. Il vivait dans une cabane délabrée à la lisière du Creux, survivant de menus travaux et de la charité réticente de quelques voisins. Une nuit de juillet, alors que la chaleur étouffante rendait le sommeil impossible, Sutton entendit frapper à sa porte. Il ouvrit, surpris de trouver Charity Brennan sur le seuil, portant une lanterne et un panier couvert d'un linge. « Mademoiselle Brennan, » dit-il décontenancé, « que faites-vous ici à cette heure ? » « Je vous apporte de la nourriture, » dit-elle calmement. « J'ai entendu dire que vous aviez des difficultés. » Sutton était trop stupéfait pour être méfiant. Une femme qu'il avait aidé à mutiler 1 an plus tôt lui apportait de la charité. Peut-être ne se souvenait-elle pas de lui. Peut-être avait-elle pardonné. Peut-être cherchait-elle simplement à faire une bonne action. « C'est très généreux de votre part, » bégaya-t-il. « Entrez, je vous en prie. » Charity entra dans la cabane sordide qui sentait la sueur rance et l'alcool. Elle posa le panier sur la table branlante et regarda Sutton avec des yeux qui ne trahissaient aucune émotion. « Vous ne vous souvenez pas de moi, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle doucement. « Bien sûr que si. Vous êtes la fille de Thomas Brennan. Je suis aussi la femme que vous et 8 autres hommes avez mutilée dans ma grange le 23 septembre 1865. » Le sang quitta le visage de Sutton. Il recula d'un pas, les yeux écarquillés. « Vous avez gravé vos initiales dans mon dos. » Charity défit lentement les boutons de sa robe, la laissant glisser de ses épaules pour révéler les cicatrices qui couvraient son dos. « Regardez, NS, Nathan Sutton. C'est vous qui avez fait ça. » Sutton tremblait. C'était Samuel qui avait eu l'idée. Nous étions ivres. Nous ne pensions pas. Vous ne pensiez pas que je m'en souviendrais ?
Que je passerais à autre chose comme si de rien n'était? Charity se retourna face à lui. Robert Marsh et Daniel Cross ont été pendus pour leurs crimes. Joshua Pike a perdu sa famille. Les Drummond ont perdu leurs terres. Ezekiel boit jusqu'à en perdre la raison. William Harper est un paria. Samuel Caldwell vit seul comme un chien abandonné. Vous croyez que tout ça, c'est une coïncidence? La compréhension se fit jour dans les yeux de Sutton, suivie d'une terreur pure. C'était vous. Tout ça, c'était vous. Oui. Le mot était simple, dénué d'émotion. Et maintenant, c'est votre tour. Sutton se précipita vers la porte, mais Charity fut plus rapide. Elle tira de son panier non pas de la nourriture, mais une petite fiole. Elle l'avait préparée soigneusement pendant des semaines, distillant des plantes que les femmes Cherokee de la région utilisaient pour leurs potions. Ce n'était pas du poison, pas exactement. C'était quelque chose qui induisait un sommeil profond, presque comateux, qui durait des heures. Elle jeta le contenu de la fiole au visage de Sutton. Il hoqueta, porta les mains à ses yeux, trébucha. En quelques secondes, il s'effondra sur le sol, inconscient. Charity travailla rapidement. Elle traîna le corps inerte de Sutton jusqu'à sa chaise branlante et l'attacha solidement avec de la corde. Puis, elle alluma plusieurs bougies qu'elle disposa stratégiquement dans la cabane, près de piles de vieux journaux, de chiffons imbibés d'huile de lampe, de rideaux en coton effiloché. Enfin, elle sortit son couteau de chasse. Elle n'entailla pas profondément, juste assez pour que le sang coule en filets rouges le long de sa poitrine. Elle grava les mêmes initiales que celles qu'il avait gravées sur son dos, CB, Charity Brennan, pour qu'il sache quand il se réveillerait qui avait fait cela. Puis, elle renversa une des bougies sur un tas de papier. Le feu prit immédiatement, se propageant avec une rapidité effrayante. Elle quitta la cabane sans se retourner, entendant déjà les craquements du bois qui brûlait. Sutton se réveilla dans l'enfer. Les flammes couraient sur les murs, le plafond fumait, la chaleur était insoutenable. Il hurla, tira sur ses liens, mais les cordes tenaient bon. Il comprit qu'il allait mourir là, brûlé vif dans sa propre maison. Ses dernières pensées furent pour la femme aux cicatrices et pour ce qu'il lui avait fait. Il hurla son nom jusqu'à ce que la fumée emplisse ses poumons. Quand les voisins virent la fumée et arrivèrent pour combattre le feu, il était trop tard. Ils trouvèrent le corps de Nathan Sutton dans les décombres, carbonisé, méconnaissable. Le shérif conclut à un accident. Une bougie renversée, une cabane qui brûlait comme du petit bois. Personne ne remarqua les marques gravées dans la chair, maintenant noircies et illisibles sous les brûlures. Un mort, 6 restants. Les morts commencèrent à se multiplier pendant l'automne et l'hiver de 1866. Chaque fois, c'était un incendie. Chaque fois, l'homme mourait brûlé vif dans sa propre maison. Chaque fois, les autorités concluaient à un accident. Ezekiel Brennan fut le suivant. Charity le trouva un soir d'octobre, ivre mort sur le sol de sa cuisine, une bouteille de whisky vide renversée près de sa main. Elle n'eut même pas besoin de la potion. Elle le traîna jusqu'à sa chambre, ses pieds laissant des traces dans la poussière accumulée sur le plancher. La maison d'Ézéchiel était un tombeau de négligence. Des assiettes sales, empilées dans l'évier, des vêtements éparpillés, une odeur âcre d'alcool et de désespoir. Elle l'attacha à son lit avec des cordes qu'elle avait apportées. Ézéchiel gémit dans son sommeil éthylique, mais ne se réveilla pas. Charity sortit son couteau et grava ses initiales dans sa chair, juste au-dessus de son cœur. Le sang coula en filets sombres sur son torse maigre. Puis elle commença à disposer méthodiquement des chiffons imbibés d'huile autour de la pièce, près des rideaux, sous le lit, dans les coins. Quand tout fut prêt, elle s'assit sur une chaise bancale et le regarda. C'était son cousin, le fils du frère de son père. Ils avaient joué ensemble enfants, avant que le monde ne les transforme en ce qu'ils étaient devenus. Elle se demanda à quel moment Ézéchiel avait cessé de la voir comme une personne et avait commencé à la voir comme quelque chose qu'on pouvait marquer et posséder. Elle craqua une allumette et la jeta sur un chiffon huilé. Le feu prit instantanément, se propageant avec une rapidité vorace.
Les flammes léchèrent les murs, grimpèrent vers le plafond. La chaleur devint insupportable. Charity se leva et sortit calmement de la maison pendant qu'Ézéchiel continuait à ronfler, inconscient. Elle était à une 50aine de mètres quand elle entendit le premier cri. Ézéchiel s'était réveillé. Elle s'arrêta, se retourna, regarda les flammes dévorer la maison. Les cris continuèrent pendant ce qui lui sembla une éternité, puis s'arrêtèrent brusquement. L'alcool avait tellement saturé son corps qu'il brûla avec une intensité particulière. Les flammes consumant non seulement la maison, mais l'homme lui-même avec une voracité presque surnaturelle. Quand les voisins arrivèrent le lendemain matin, attirés par la fumée, ils trouvèrent des cendres et un corps calciné. « Encore un ivrogne qui s'est endormi avec une bougie allumée », dit le shérif en secouant la tête. « C'est le 3e cette année. » William Harper vécut plus longtemps que les autres, mais pas parce qu'il était plus prudent. Charity dut le traquer jusqu'à sa nouvelle maison aux confins du comté, une cabane isolée, perchée sur une colline rocheuse d'où on pouvait voir des kilomètres dans toutes les directions. Harper avait choisi cet endroit précisément pour sa visibilité. Personne ne pouvait l'approcher sans être vu. Charity attendit une nuit de novembre où une tempête de neige balayait les montagnes. Le vent hurlait si fort qu'on ne pouvait entendre ses propres pensées. La neige tombait horizontalement, rendant la visibilité nulle. Elle s'approcha de la cabane de Harper, couverte d'une épaisse couche de neige qui la camouflait dans le paysage blanc. Harper était éveillé, assis près de son poêle, fixant les flammes avec des yeux vides. Il avait vieilli de 10 ans en 1 an. Les accusations publiques, l'ostracisme, la honte d'avoir abandonné ses camarades à la mort, l'avaient rongé de l'intérieur. Quand Charity frappa à sa porte, il sursauta violemment, saisissant son fusil. « Qui est là ?»« Une voyageuse perdue dans la tempête » cria Charity par-dessus le hurlement du vent. « J'ai besoin d'un abri ou je vais mourir de froid. » Harper hésita. Toutes ses fibres lui criaient de ne pas ouvrir cette porte, mais il était encore suffisamment humain pour ne pas condamner quelqu'un à mourir gelé. Il ouvrit, le fusil pointé vers l'extérieur. Charity entra rapidement, secouant la neige de ses vêtements. Harper referma la porte et la regarda avec méfiance. Il lui fallut un moment pour la reconnaître dans la faible lumière du poêle. « Vous êtes la fille Brennan, et vous êtes William Harper, l'homme qui a laissé 3 de ses camarades mourir pendant que vous fuyiez pour sauver votre peau. » Le fusil trembla dans ses mains. « Comment vous savez ça ? Je sais beaucoup de choses. » Charity retira lentement son manteau, révélant la robe en dessous. « Je sais par exemple que vous faisiez partie des 9 hommes qui m'ont marqué comme du bétail. » La compréhension traversa le visage de Harper, suivie d'une terreur pure. « Les incendies. Nathan, Ézéchiel, c'était vous ? » « Oui. » Harper pointa le fusil sur elle avec des mains qui tremblaient violemment. « Restez où vous êtes. Vous n'allez pas tirer. Pourquoi pas ? Parce que vous êtes un lâche, William. Vous avez toujours été un lâche. Vous avez fui pendant la guerre. Vous fuyez encore maintenant. » Charity avança lentement vers lui. « Toute votre vie vous avez couru, mais vous ne pouvez pas courir plus vite que le feu. » Harper recula jusqu'à ce que son dos heurte le mur. « Restez loin de moi. » Vous savez ce qui est intéressant avec les lâches ? Charity continuait d'avancer, inexorable. Ils sont faciles à manipuler. Ils sont prévisibles. Vous avez choisi cette maison parce que vous pouviez voir venir le danger. Mais vous n'avez jamais pensé que le danger pourrait arriver pendant une tempête, quand vous ne pouvez rien voir du tout. Elle était maintenant à moins d'1 mètre de lui. Harper pressa la gâchette. Rien ne se passa. Le fusil n'était pas chargé. Charity sourit. « J'ai enlevé les balles pendant que vous dormiez la nuit dernière. J'étais dans votre maison, William. Je vous regardais dormir. Et vous n'avez rien remarqué. » Harper laissa tomber le fusil et essaya de se précipiter vers la porte. Charity lui jeta sa potion au visage. Il s'effondra en quelques secondes. Elle travailla méthodiquement, l'attachant à une chaise au centre de la pièce, gravant ses initiales dans sa chair, disposant les matériaux inflammables. Mais avant d'allumer le feu, elle le réveilla avec des claques sur le visage. Elle voulait qu'il soit conscient.
Harper ouvrit les yeux désorienté puis horrifié quand il réalisa sa situation. Il essaya de parler mais ne produisit qu'un gargouillis étranglé. Charity lui avait mis un bâillon. « Je veux que vous écoutiez, » dit-elle calmement. « Je veux que vous compreniez ce qui va se passer maintenant. Vous allez brûler, exactement comme les autres. Et pendant que vous brûlez, je veux que vous pensiez à cette nuit dans la grange. Je veux que vous pensiez à mes cris. Je veux que vous pensiez à la douleur que j'ai ressentie quand vous m'avez marqué. » Elle alluma le feu. Les flammes se propagèrent rapidement, alimentées par la tempête qui faisait rage dehors. Harper se débattit contre ses liens. Ses yeux écarquillés de terreur, des sons inarticulés s'échappant de derrière son bâillon. Charity resta là, regardant les flammes monter, jusqu'à ce que la chaleur devienne insupportable. Puis elle sortit dans la tempête, laissant Harper hurler dans l'enfer qu'elle avait créé. Quand les voisins les plus proches virent la fumée 3 jours plus tard, après que la tempête se fut calmée, ils trouvèrent Harper gelé dans les décombres fumants. On pensa qu'il avait essayé d'allumer un feu pour se réchauffer pendant la tempête et que les choses avaient mal tourné. Le shérif nota simplement « 4e décès accidentel par le feu. Prudence recommandée avec les sources de chaleur pendant l'hiver. » Les frères Drummond moururent ensemble en décembre, lors d'une nuit particulièrement froide où le givre recouvrait tout d'une couche cristalline. Ils s'étaient réconciliés superficiellement après des mois de disputes amères, vivant dans 2 cabanes adjacentes sur ce qui restait de leur terre divisée. Une clôture basse séparait leurs propriétés, symbole physique de leur relation brisée. Charity les observa pendant des semaines, notant qu'ils suivaient des routines presque identiques. Se lever à l'aube, travailler leurs champs diminués, rentrer au crépuscule, allumer leurs lampes exactement au même moment. Ils évitaient soigneusement de se croiser, mais Charity savait qu'ils se surveillaient mutuellement à travers leurs fenêtres, incapables de rompre complètement le lien qui les unissait depuis la naissance. Elle choisit une nuit où elle savait qu'ils seraient tous les deux chez eux, épuisés par une journée de travail acharné. Elle prépara 2 doses de sa potion, 2 ensembles de chiffons huilés, 2 allumettes. Isaiah fut le premier. Elle entra par sa fenêtre arrière qu'elle savait mal fermer, se glissa dans sa chambre où il ronflait doucement. La potion fit son effet rapidement. Elle l'attacha à son lit, grava ses initiales dans sa chair, puis passa à la cabane de Caleb. Caleb fut plus difficile. Il dormait légèrement, sursautant au moindre bruit. Charity dut attendre qu'il soit profondément endormi vers 3 heures du matin avant de pouvoir l'approcher. Même processus, potion, corde, couteau, initiales gravées dans la chair. Puis vint la partie qui la fit hésiter. Elle se tenait entre les 2 cabanes, une allumette dans chaque main. Allumer les 2 feux signifiait condamner les 2 frères simultanément. C'était différent des autres morts, plus calculé, plus froid. Mais elle pensa aux cicatrices sur son dos. 9 paires d'initiales. Les frères Drummond en représentaient 2. Ils avaient ri pendant qu'ils la marquaient. Isaiah avait même fait un commentaire sur la qualité de son travail, comme s'il était un artiste créant une œuvre. Charity alluma les 2 feux en même temps. Isaiah se réveilla en premier, les flammes déjà hautes autour de lui. Il hurla, un cri perçant qui traversa la nuit glaciale. Dans la cabane voisine, Caleb s'éveilla au son de la voix de son frère. Il essaya de se lever et réalisa qu'il était attaché. Puis il sentit la fumée, vit les flammes. « Isaiah !» hurla-t-il. « Isaiah, qu'est-ce qui se passe ?»« Au feu !» La voix de Isaiah était déchirée par la panique et la douleur. « Caleb, aide-moi. Je ne peux pas, je suis attaché. Ma maison brûle aussi. » Charity se tenait dans l'espace entre les 2 cabanes, regardant les flammes dévorer les 2 structures. Les frères hurlaient, chacun entendant la voix de l'autre, chacun réalisant qu'ils allaient mourir ensemble, séparés par quelques mètres seulement, mais incapables de s'aider mutuellement. « Caleb !» La voix de Isaiah se brisa. « Frère, je suis désolé. Pour tout. Moi aussi. » Des sanglots dans la voix de Caleb maintenant. « Je t'aime, frère. Je t'aime aussi. »
Ce furent leurs derniers mots. Les deux cabanes s'effondrèrent presque simultanément dans un rugissement de flammes et de bois brisés. Le silence qui suivit fut assourdissant. Charity resta là un long moment regardant les braises rougeoyantes. Quelque chose en elle se serra à l'écoute des dernières paroles des frères. Ils s'étaient réconciliés dans leurs derniers instants. Avait-elle fait quelque chose de monstrueux en les tuant au moment où ils retrouvaient leur humanité? Puis, elle toucha les cicatrices sur son dos et la culpabilité s'évanouit. Ils avaient eu des mois pour se réconcilier, des mois pour admettre leurs crimes et demander pardon. Ils ne l'avaient pas fait. Leur réconciliation de dernière minute ne changeait rien à ce qu'ils lui avaient fait. Joshua Pike fut plus difficile à trouver. Il avait quitté la région après que son épouse l'eut chassé, travaillant comme ouvrier agricole itinérant dans les comtés voisins. Charity dut le chercher pendant des semaines, suivant les rumeurs et les témoignages fragmentaires. Un homme correspondant à sa description avait été vu ici, puis là, toujours en mouvement, comme s'il fuyait quelque chose. Elle le retrouva finalement dans une ferme isolée du comté adjacent, en janvier 1867. Le propriétaire de la ferme, un homme âgé nommé Ferguson, lui prêtait une petite remise à outils pour dormir en échange de travail. Pike vivait là depuis 3 semaines, dormant sur un matelas de paille, mangeant les restes qu'on lui donnait. Charity observa la ferme pendant plusieurs jours, attendant le bon moment. Elle vit Pike travailler dans les champs gelés, réparer des clôtures, nourrir les animaux. Il avait maigri, ses vêtements pendaient sur son corps décharné. La cicatrice qui traversait son visage semblait plus profonde, plus sombre, comme si elle s'était creusée avec le temps. Une nuit où Ferguson et sa famille étaient partis visiter des parents dans le bourg, Charity s'approcha de la remise. Elle pouvait entendre Pike ronfler à l'intérieur, le sommeil profond d'un homme épuisé par le travail physique. Elle poussa doucement la porte. Elle grinça, mais Pike ne se réveilla pas. La remise était minuscule, à peine assez grande pour le matelas et quelques outils accrochés au mur. Ça sentait la sueur, l'huile de machine, la terre. Pike dormait recroquevillé, ses mains calleuses repliées sous sa joue. Dans le sommeil, son visage avait perdu sa dureté habituelle. Il ressemblait presque à un enfant. Charity hésita. C'était devenu plus facile avec chaque mort, plus mécanique. Mais quelque chose dans la vulnérabilité de Pike la fit s'arrêter. Puis elle se souvint de sa voix cette nuit-là dans la grange, disant « Elle a besoin d'apprendre sa place ». Elle se souvint de ses mains tenant ses bras pendant que les autres la marquaient. L'hésitation disparut. Elle appliqua sa potion, l'attacha, grava ses initiales. Pike se réveilla quand elle commença à disposer les chiffons huilés. Ses yeux s'ouvrirent, encore brumeux de sommeil et de drogue. Il la regarda sans comprendre. Qui? Charity Brennan. La reconnaissance traversa son regard, suivi de la peur. Non. Oui. Elle craqua une allumette. Vous m'avez tous sous-estimé. Vous avez pensé que marquer une femme la briserait, la rendrait docile, la forcerait à accepter sa place. Mais vous m'avez transformé en quelque chose de différent, quelque chose de dangereux. Attendez. La voix de Pike était rauque. S'il vous plaît. J'ai une famille, des enfants. Vous aviez une famille. Votre femme vous a chassé. Vous vous souvenez? Grâce aux preuves que j'ai fournies de votre infidélité. C'était vous? Tout était moi. Chaque malheur qui vous est arrivé cette année. Chaque secret révélé. Chaque vie détruite. Et maintenant, chaque mort. Elle jeta l'allumette. Le feu prit rapidement, les flammes se nourrissant du bois sec de la remise. Pike hurla contre son bâillon, se débattant violemment contre ses liens. Charity resta là un moment, le regardant brûler, puis sortit calmement dans la nuit. La remise entière fut consumée en moins de 20 minutes. Quand Ferguson rentra 2 jours plus tard, il trouva des cendres et un corps calciné. Il pleura la perte de ses outils, plus que celle de l'ouvrier qu'il connaissait à peine. Il ne restait plus que Samuel Caldwell. Charity savait que Caldwell serait le plus difficile. C'était le chef, celui qui avait eu l'idée de la marquer. C'était aussi le plus méfiant, le plus dangereux, et contrairement aux autres, il avait remarqué le schéma. 7 de ses anciens compagnons morts en moins d'1 an, tous brûlés vifs dans leur maison. Même pour quelqu'un d'aussi obtus que Caldwell, c'était impossible à ignorer.
Il s'était barricadé dans sa ferme comme dans une forteresse, des planches clouées sur les fenêtres, des verrous multiples sur chaque porte. Il dormait avec un fusil chargé et un couteau sous son oreiller. Il avait disposé des pièges rudimentaires autour de sa propriété, des filles tendues qui feraient tomber des casseroles, des zones de gravier qui craquaient sous les pas. Il évitait d'allumer des feux inutiles, se contentant du strict minimum pour cuisiner et se chauffer. Il inspectait chaque recoin de sa maison plusieurs fois par jour, cherchant des traces d'intrusion. Charity l'observa pendant des semaines, cherchant une faille dans ses défenses. Caldwell ne sortait que rarement, toujours en plein jour, toujours armé. Il se méfiait de tout le monde. Les quelques voisins compatissants qui lui apportaient de la nourriture devaient déposer les paniers à 10 mètres de sa porte pendant qu'il les surveillait depuis une fenêtre, fusil pointé. La paranoïa le consumait lentement. Il dormait à peine, sursautant au moindre bruit. Il parlait tout seul, marmonnant des noms. Nathan, Ézéchiel, William, Isaïa, Caleb, Joshua. Les morts venaient le hanter dans ses rêves, brûlant et hurlant, l'accusant. Finalement, Charity comprit qu'elle ne pourrait pas l'approcher de la même manière que les autres. Il faudrait qu'elle soit plus directe, plus audacieuse. Elle attendit une nuit particulièrement froide de février, quand le vent hurlait et que la neige tombait si drue qu'on ne voyait pas à 3 mètres devant soi. Une nuit où même Caldwell ne pourrait pas entendre ou voir quelqu'un approcher. Elle passa des heures à ramper à travers la neige vers sa maison, évitant les pièges qu'elle avait mémorisés lors de ses observations. Le froid mordait sa chair, ses doigts s'engourdissaient, mais elle continuait. Elle atteignit finalement le mur de la maison et commença à verser de l'huile de lampe le long des fondations, dans chaque fissure et crevasse du bois vieilli. Cela lui prit 2 heures pour faire le tour complet de la maison, travaillant dans un silence absolu malgré le hurlement du vent. Quand elle eut terminé, la structure entière était saturée de matière inflammable, une boîte d'allumettes géante attendant une étincelle. Puis elle fit quelque chose que Caldwell n'attendait pas. Elle frappa à la porte, fort, avec assurance. À l'intérieur, Caldwell sursauta violemment. Il s'était presque endormi près de son poêle mourant. Il saisit son fusil et se dirigea vers la porte. « Qui est là ?» Sa voix était rauque, cassée par des semaines de solitude et de peur. « Charity Brennan. J'ai besoin d'aide, je me suis perdu dans la tempête. » Un long silence. Puis, « Allez-vous-en. Je vais mourir de froid si vous ne me laissez pas entrer. C'est pas mon problème. » Charity laissa passer quelques secondes, puis dit calmement, « Je sais qui a tué les autres, Samuel. Laissez-moi entrer, et je vous dirai tout. » Un autre silence, plus long. Elle entendait presque les rouages de son esprit tourner, pesant la peur contre la curiosité. Finalement, des pas lourds, le cliquetis de plusieurs verrous. La porte s'entr'ouvrit de quelques centimètres. Le canon d'un fusil apparut dans l'ouverture. Reculez. Les mains où je peux les voir. Charity obéit, levant les mains. Je n'ai pas d'arme. Caldwell ouvrit la porte complètement, le fusil pointé fermement sur elle. Son visage était creusé, presque squelettique. Ses yeux étaient injectés de sang, avec des cernes profonds qui ressemblaient à des ecchymoses. Sa barbe avait poussé de façon inégale, grisonnante et emmêlée. Il ressemblait à un homme qui était déjà à moitié mort. « Entrez. » Lentement. Charity entra dans la maison sombre et froide. Un petit feu mourait dans la cheminée, dispensant à peine assez de chaleur pour empêcher l'eau de geler. L'endroit sentait la peur, la sueur rance, la paranoïa. Des planches clouées sur les fenêtres bloquaient toute lumière naturelle. Des outils étaient disposés stratégiquement près de chaque porte, prêts à servir d'armes. Caldwell referma la porte derrière elle et poussa plusieurs verrous, sans jamais baisser son fusil. Alors, qui a tué les autres? Charity le regarda dans les yeux. Même maintenant, même dans cet état pathétique, elle pouvait voir l'homme qui l'avait maintenue au sol, pendant que les autres la marquaient. Elle pouvait voir la cruauté, le mépris, la certitude qu'il avait le droit de faire ce qu'il voulait à une femme seule. Moi, le choc traversa le visage de Caldwell comme une onde. Ses yeux s'écarquillèrent. Sa bouche s'ouvrit mais aucun son n'en sortit pendant plusieurs secondes. Puis, vous,
Je les ai brûlés vifs, un par un, méthodiquement. Charity défie lentement les boutons de sa robe, la laissant glisser de ses épaules pour révéler son dos scarifié. Vous vous souvenez de ça? Vous vous souvenez de la nuit où vous et vos amis m'avez marqué comme du bétail? Le fusil tremblait violemment dans les mains de Caldwell. Vous êtes folle. Peut-être. Ou peut-être que je suis simplement quelqu'un qui paie ses dettes. Nathan Sutton brûlé dans sa cabane. Ezekiel Brennan dans sa chambre. William Harper dans les montagnes. Les frères Drummond ensemble. Joshua Pike dans une remise. Tous morts, tous par ma main. Je vais vous tuer. Mais sa voix manquait de conviction. Vous pouvez essayer. Mais avant, vous devriez savoir quelque chose. Charity sourit, un sourire terrible et glacial. Cette maison est saturée d'huile de lampe. J'ai passé 2 heures à en verser sur chaque surface extérieure, pendant que vous dormiez près de votre feu. Il y a des chiffons imbibés coincés dans chaque fissure de vos murs. Cette maison est une torche qui n'attend qu'une étincelle. Caldwell tourna la tête brusquement, regardant autour de lui avec une panique grandissante. Vous mentez. Vraiment? Alors pourquoi votre maison sent-elle le pétrole? Respirez profondément, Samuel. Sentez l'odeur de votre mort. Il renifla l'air et son visage se vida de son sang. L'odeur était là, subtile mais indéniable, perçant même à travers les autres odeurs de la maison. Ses yeux devinrent fous, balayant la pièce comme s'il pouvait voir l'huile imprégnant ses murs. Mon Dieu! Votre Dieu n'est pas ici. Il ne l'a jamais été. Charity sortit une boîte d'allumettes de sa poche, la tenant bien en vue. Mais moi, si. Caldwell pointa le fusil sur elle avec des mains qui tremblaient si fort qu'il pouvait à peine viser. Posez ça immédiatement. Vous allez me tirer dessus? Charity ouvrit la boîte et en sortit une allumette. Si vous faites ça, ma main lâchera l'allumette, et nous brûlerons tous les deux. Cette maison s'enflammera en secondes, vous ne pourrez pas sortir à temps. Et vous ne feriez pas ça, vous ne vous tueriez pas. Pourquoi pas? Charity le regarda avec des yeux qui ne contenaient aucune peur, seulement une détermination froide et implacable. Qu'est-ce que ma vie vaut maintenant? Vous m'avez pris ma dignité, ma capacité à vivre normalement parmi les gens. Chaque fois que je retire ma robe, je vois vos marques. Chaque nuit, je rêve de cette nuit dans la grange. Vous avez transformé ma vie en un cauchemar permanent. Alors oui, je vous tuerai. Et si je dois mourir pour ça, qu'il en soit ainsi. La sueur coulait sur le front de Caldwell malgré le froid. Ses mains tremblaient tellement que le fusil oscillait dangereusement. Qu'est-ce que vous voulez? De l'argent? Je peux vous donner de l'argent. Je ne veux pas votre argent. Alors quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Je veux que vous compreniez. Charity fit craquer l'allumette contre la boîte. La petite flamme jeta des ombres dansantes sur son visage, faisant briller ses yeux d'une lueur presque démoniaque. Je veux que vous passiez vos derniers instants à réaliser que tout ce que vous avez perdu, toute la souffrance que vous avez endurée, c'était ma vengeance. Votre femme qui vous a quitté, je l'ai aidée à s'échapper. Les accusations publiques, je les ai orchestrées. Vos amis morts, je les ai tués un par un, et je les ai regardés brûler. Vous, c'était vous, tout ça, depuis le début. Depuis le début. Elle laissa l'allumette se consumer lentement entre ses doigts, la flamme se rapprochant de sa peau. Vous pensiez que vous pouviez me marquer et continuer vos vies comme si de rien n'était, mais vous m'avez sous-estimé. Vous avez tous sous-estimé ce qu'une femme peut faire quand on lui enlève tout ce qui lui reste à perdre. Je suis désolé. Le cri de Caldwell était déchirant, désespéré. Je suis désolé pour ce qu'on vous a fait. C'était mal, j'étais ivre, j'étais en colère, j'étais un monstre. Mais je suis désolé maintenant, je suis désolé. Trop tard pour les excuses, bien trop tard. Charity secoua l'allumette pour l'éteindre, juste avant qu'elle ne brûle ses doigts. Dans l'obscurité soudaine, elle vit Caldwell vaciller de soulagement. Puis elle en craqua une autre. Vous voulez savoir ce qu'ils ont dit, vos amis, dans leurs derniers moments? Non. Nathan a pleuré comme un enfant.
Ézéchiel hurlait le nom de sa mère. William suppliait. Les frères Drummond se sont réconciliés juste avant de mourir, se disant qu'ils s'aimaient. Joshua a parlé de ses enfants. Elle fit une pause. Et vous, qu'allez-vous dire quand les flammes vous envelopperont? S'il vous plaît, ne faites pas ça. Des larmes coulaient maintenant sur le visage de Caldwell. Je ferai n'importe quoi. N'importe quoi. Je parlerai au shérif, je confesserai. Je témoignerai que c'était mon idée. Je purgerai ma peine. Mais ne me tuez pas, s'il vous plaît. Charity le regarda pleurer, cet homme qui l'avait terrorisé, mutilé, marqué à vie. Elle se sentit vide, pas satisfaite, pas victorieuse, juste vide. La vengeance n'avait pas le goût qu'elle avait imaginé. Elle avait pensé qu'elle se sentirait libre, purifiée, complète. Mais elle ne ressentait rien. Sauf que ce n'était pas vrai. Elle ressentait quelque chose, de la fatigue. Une fatigue si profonde qu'elle semblait avoir infiltré ses os. 18 mois de planification, de traque, de meurtre. 18 mois à vivre pour une seule chose, détruire les hommes qui l'avaient détruite. Et maintenant, elle était face au dernier. « Baissez votre fusil », dit-elle calmement. « Quoi ? » « Baissez votre fusil et je n'allumerai pas le feu. » Caldwell hésita, cherchant le piège. Mais que pouvait-il faire d'autre? Il baissa lentement le fusil, posez-le par terre. Il obéit, déposant l'arme sur le plancher avec un cliquetis métallique. « Maintenant, asseyez-vous. » Caldwell s'assit sur une chaise près de la cheminée mourante, ses yeux ne quittant jamais l'allumette enflammée dans la main de Charity. Elle s'approcha de lui lentement, gardant la flamme visible. « Retirez votre chemise. »« Pourquoi ?»« Faites-le. » Caldwell retira sa chemise avec des mains tremblantes, révélant son torse large et musclé, marqué de cicatrices anciennes. Des souvenirs de la guerre, des balles et des baïonnettes. Charity sortit son couteau de chasse de sa ceinture. La lame brillait à la lumière de l'allumette. « Vous voyez ce couteau? C'est le même que vous avez utilisé sur moi. Je l'ai trouvé dans votre grange le lendemain. Vous l'aviez laissé là, oublié. Parce que pour vous, c'était juste une nuit comme une autre. Mais pour moi, c'était la nuit où ma vie s'est terminée. Qu'est-ce que vous allez faire? Ce que vous m'avez fait. » Elle posa la lame sur son torse, juste au-dessus de son cœur. « Je vais vous marquer, pour que vous portiez mon empreinte pour le reste de vos jours. »« Non, si !» Elle appuya, et la lame entailla la chair. Du sang perla à la surface. Caldwell gémit de douleur, mais n'essaya pas de s'échapper. Il savait que s'il bougeait, elle lâcherait l'allumette. Charity grava ses initiales lentement, méthodiquement. CB, Charity Brennan. Les lettres apparurent en traits rouges sur la peau pâle de Caldwell. Il pleura en silence, les larmes traçant des sillons sur ses joues. Quand elle eut terminé, Charity recula d'un pas. « Voilà. Maintenant vous êtes marqué comme je le suis. La différence, c'est que vous pouvez cacher votre marque sous une chemise. Moi je ne peux jamais oublier les miennes. C'est fini maintenant ?» La voix de Caldwell était brisée. « Vous allez me laisser partir ?» Charity regarda l'allumette qui brûlait entre ses doigts. Elle était presque consumée. Dans quelques secondes, elle s'éteindrait. « Non, » dit-elle doucement. « Je ne vais pas vous laisser partir. » Elle jeta l'allumette sur le sol. Le feu prit instantanément, explosant en une boule de flamme qui courut le long des murs avec une vitesse terrifiante. L'huile que Charity avait versée pendant des heures s'enflamma d'un coup, transformant la maison en un four en quelques secondes. Caldwell hurla et se précipita vers la porte. Mais Charity s'était positionnée pour la bloquer. Il essaya de la pousser et elle le frappa avec le manche de son couteau. Il trébucha, tombant lourdement sur le sol. « Pourquoi » cria-t-il par-dessus le rugissement des flammes. « Je pensais... Vous aviez dit... » « J'ai dit que je n'allumerais pas le feu si vous baissiez votre fusil. » Charity le regarda sans émotion. « J'ai menti. » Elle le traîna jusqu'à sa chaise et l'attacha rapidement avec les cordes qu'elle avait préparées. Caldwell se débattit, mais la fumée emplissait déjà ses poumons, affaiblissant ses mouvements. Les flammes montaient autour d'eux, la chaleur devenant insupportable.
Charity s'assit sur une chaise en face de lui, comme elle l'avait prévu depuis le début. Elle joignit les mains sur ses genoux et regarda calmement les flammes grimper au mur, dévorer le plafond. « Qu'est-ce que vous faites » hurla Caldwell. « Sortez, sauvez-vous !» « Pourquoi ?» Charity ferma les yeux. « Ma vengeance est complète. Je n'ai plus de raison de vivre. Vous êtes folle, complètement folle. » Peut-être. Elle ouvrit les yeux et le regarda. Ou peut-être que je suis enfin libre, libre de porter ces cicatrices, libre de la honte, libre de la peur, libre de devoir me regarder dans le miroir chaque jour et voir ce que vous m'avez fait devenir. Vous n'êtes pas obligé de mourir. Si. Sa voix était calme, presque sereine. Parce que si je sors d'ici, si je continue à vivre, je deviendrai exactement ce que vous pensiez que j'étais. Un monstre. J'ai tué 8 hommes, Samuel, 8. J'ai planifié leur mort. Je les ai exécutés et je les ai regardés brûler. Qu'est-ce que ça fait de moi? Une survivante. Des sanglots secouaient maintenant Caldwell. Vous êtes une survivante. Non, je suis une meurtrière. Et les meurtriers doivent payer pour leurs crimes, même si leurs victimes méritaient leur sort. Le toit commença à craquer dangereusement au-dessus d'eux. Des morceaux de bois enflammés tombaient autour d'eux. La chaleur était si intense que Charity sentait sa peau se boursoufler. « Je suis désolé » hurla Caldwell une dernière fois. « Je suis désolé pour tout. »« Je sais. » Charity sourit. Un sourire triste et étrangement paisible. « Et c'est pour ça que vous allez souffrir en enfer. Pas parce que vous ne regrettez pas, mais parce que vous regrettez trop tard. » Le toit s'effondra dans un rugissement de flammes et de destruction. Le lendemain matin, quand les voisins virent la colonne de fumée montant de la ferme de Caldwell et arrivèrent avec des seaux pour combattre le feu, ils ne trouvèrent que cendres et ruines fumantes. 2 corps carbonisés étaient visibles dans les décombres. Un homme attaché à une chaise. Une femme assise en face de lui, leurs formes gelées dans leur position finale. Le shérif Marcus Henley arriva vers midi, accompagné de son adjoint, un jeune homme nommé Thomas, qui venait tout juste de commencer à travailler pour le bureau. Henley était un homme dans la cinquantaine, las et cynique, après 20 ans à voir le pire de l'humanité. Il examina la scène avec des yeux qui ne montraient aucune surprise. « Encore un incendie », marmonna l'adjoint Thomas. « C'est le 9e en moins de 2 ans. 18 mois, corrigea Henley. Le premier était Nathan Sutton, en juillet 1866. Shérif, vous ne trouvez pas ça étrange? 9 hommes, tous morts brûlés? 10. Henley désigna les 2 corps. Caldwell et la femme Brennan. Mais quand même, écrit dans ton rapport, mort accidentelle. Caldwell a dû renverser une lampe. La femme était malheureusement là, au mauvais moment. Thomas regarda son supérieur avec surprise. Mais, et si ce n'était pas un accident? Henley se tourna vers lui avec une lenteur délibérée. Tu vois ces corps? Tu vois comment ils sont disposés? L'homme attaché à une chaise, la femme assise en face de lui comme si elle attendait quelque chose. Oui. Tu vois les marques sur le torse de l'homme? Celles qui ressemblent à des initiales gravées? Thomas se pencha, plissant les yeux à travers la fumée résiduelle. Effectivement, maintenant qu'on le lui signalait, il pouvait distinguer quelque chose qui ressemblait à des lettres dans la chair brûlée. Je les vois. Ce sont les initiales CB, Charity Brennan. Henley alluma un cigare et tira dessus profondément. Maintenant, regarde autour de toi. Qu'est-ce que tu sens? Thomas renifla. De la fumée, du bois brûlé, et autre chose, quelque chose de chimique. Huile de lampe, en grande quantité, beaucoup plus que ce qu'on trouverait normalement dans une maison. Quelqu'un a saturé cette structure avant de l'enflammer. Alors c'était un meurtre, peut-être, ou peut-être que c'était de la justice. Henley regarda les décombres pensivement. Tu sais ce que ces 9 hommes avaient en commun? Ils avaient tous combattu ensemble pendant la guerre. Ils formaient une espèce de fraternité. Je ne comprends pas. En septembre 1865, une femme du nom de Charity Brennan a été agressée. Personne ne l'a jamais signalé officiellement, mais les rumeurs couraient.
On disait que 9 hommes l'avaient marqué au couteau, gravant leurs initiales dans sa chair comme on marque du bétail. Thomas pâlit. Mon Dieu. L'un ces 9 hommes était Nathan Sutton, Ezekiel Brennan, William Harper, Isaiah et Caleb Drummond, Joshua Pike, Samuel Caldwell. Henley énuméra les noms sur ses doigts. Et 2 autres qui ont été pendus pour meurtre en 1866, Robert Marsh et Daniel Cross. Alors tous les hommes qui l'ont agressé sont morts. Exactement. 8 brûlés vifs, 2 pendus. Et la dernière chose que Caldwell a probablement vue avant de mourir, c'était la femme qu'il avait mutilée, assise en face de lui, le regardant brûler. Thomas secoua la tête, dépassé. Mais c'est du meurtre. Elle a tué 8 hommes. Nous devons quoi? Henley se tourna vers lui brusquement. Arrêter un cadavre? Ouvrir une enquête sur des crimes qu'on ne peut pas prouver? Révéler publiquement qu'une femme seule et désespérée a traqué et tué ses agresseurs parce que la loi ne l'aurait jamais protégée? Mais la justice, Henley rit amèrement. Où était la justice quand ces hommes l'ont marquée? Où était la justice quand elle a dû vivre avec ses cicatrices, sachant que ses agresseurs se promenaient librement, sans conséquence? Tu penses vraiment que si elle était venue nous voir, nous aurions fait quoi que ce soit? Une femme seule accusant 9 vétérans de guerre respectés? Thomas ne répondit pas. Voilà ce qui va se passer, continua Henley. Tu vas écrire dans ton rapport que Samuel Caldwell est mort dans un incendie accidentel. Charity Brennan était présente et a également péri. Cause probable, renversement d'une lampe à huile. Fin de l'histoire. Et les autres morts? Tous des accidents. Des coïncidences tragiques mais explicables. Des hommes imprudents avec le feu dans une époque où les incendies domestiques tuent des dizaines de personnes chaque année. Vous étouffez l'affaire. Je ferme une affaire qui ne peut pas être résolue de manière satisfaisante. Henley jeta son cigare et l'écrasa sous son talon. Écoute, Thomas, tu es jeune, tu crois encore que le monde fonctionne selon des règles claires. Le bien contre le mal, la loi contre le crime. Mais le monde n'est pas si simple. Parfois, les victimes deviennent des criminels. Parfois, les criminels méritent leur sort. Et parfois, un shérif doit décider quelle vérité servira le mieux sa communauté. En mentant, en choisissant quelle vérité mérite d'être révélée. Henley remonta sur son cheval. Viens, nous avons terminé ici. Ils laissèrent les corps dans les décombres. D'autres viendraient plus tard pour les récupérer, pour les enterrer dans le petit cimetière du Creux. Charity serait mise dans la même tombe que son père. Samuel Caldwell serait enterré à l'autre bout du cimetière, loin des autres, sans pierre tombale élaborée. Juste une croix simple avec son nom et ses dates. Les mois qui suivirent furent étrangement silencieux dans le Creux. Les gens parlaient à voix basse des incendies, des morts mystérieuses, de la femme Brennan qui avait péri avec le dernier des victimes. Les rumeurs circulaient, se transformaient, s'amplifiaient. Certains disaient que Charity avait été une sorcière, d'autres qu'elle avait fait un pacte avec le diable, d'autres encore qu'elle avait simplement été une femme brisée qui avait perdu la raison. Mais parmi les femmes du hameau, parmi celles qui avaient vécu dans la peur de leur mari, de leurs frères, de leur père, une autre histoire circulait. Une histoire de résistance, de vengeance, de refus d'accepter l'impunité. Elle ne parlait jamais de cette histoire aux hommes. C'était un secret qu'elle se transmettait entre elles, dans les cuisines sombres, pendant qu'elle lavait le linge, quand elle cousait le soir. Charity Brennan devint une légende, pas dans les livres d'histoire, pas dans les journaux, mais dans les mémoires des femmes qui comprenaient que parfois la seule justice possible est celle qu'on se fait soi-même. 6 mois après l'incendie final, une jeune femme nommée Sarah Whitfield préparait un champ abandonné près de l'ancienne ferme de Charity quand sa charrue heurta quelque chose de dur. Elle creusa avec ses mains et découvrit une boîte en métal, enfouie à environ 1 mètre de profondeur. La boîte était scellée avec de la cire, protégeant son contenu de l'humidité. À l'intérieur, elle trouva un carnet relié en cuir noir. Les pages étaient remplies d'une écriture serrée, précise, méthodique. C'était le journal de Charity Brennan.
Sarah l'apporta chez elle et le lut en une seule nuit, à la lueur d'une bougie, pendant que son mari dormait. Ce qu'elle lut la glaça jusqu'aux os. Le journal détaillait tout. L'agression initiale avec une précision clinique, les noms des 9 hommes, la planification méticuleuse de chaque meurtre, les dates, les méthodes, les réactions des victimes. C'était un document d'une froideur terrifiante, écrit par quelqu'un qui avait transformé sa douleur en une machine à tuer. Mais c'était aussi quelque chose d'autre. C'était le témoignage d'une femme qui avait refusé de rester une victime, qui avait choisi, face à l'impunité totale de ses agresseurs, de devenir elle-même l'instrument de justice. Le journal se terminait par un long passage écrit la veille de la mort de Charity. « Demain, je tuerai Samuel Caldwell, et demain, je mourrai avec lui. Je sais que certains diront que j'étais folle, que j'ai perdu la raison. Peut-être ont-ils raison. Peut-être que la Charity qui existait avant cette nuit de septembre 1865 est morte dans cette grange, et que la femme qui a émergé était quelque chose de différent, quelque chose de tordu et de terrible. Mais je ne regrette rien. Je préfère être folle et morte que de vivre un jour de plus avec leurs marques sur ma peau et leur impunité dans mon cœur. Ils m'ont volé ma dignité, mon avenir, ma capacité à vivre normalement. Je leur ai pris leur vie. Nous sommes quittes maintenant. Je sais que ce que j'ai fait est mal selon les lois des hommes, mais les lois des hommes ne m'ont pas protégé quand j'en avais besoin. Les lois des hommes disaient que je n'avais aucun recours contre mes agresseurs, que je devais simplement accepter ce qui m'était arrivé et continuer à vivre. Je refuse. Je refuse d'accepter, je refuse de pardonner, je refuse de continuer. Que Dieu me pardonne si je me trompe, mais je ne crois pas me tromper. Je crois qu'il existe une justice plus profonde que les lois écrites dans les livres. Une justice qui vient du cœur même de l'univers, qui dit que ceux qui font le mal doivent en payer le prix. Je serai cet instrument de justice. Et quand ce sera terminé, je paierai mon propre prix. À celui qui trouvera ce journal, racontez mon histoire. Pas pour me glorifier, mais pour rappeler à tous que les victimes ne sont pas toujours impuissantes, que la vengeance, aussi terrible soit-elle, est parfois la seule réponse à l'injustice absolue. Et à toutes les femmes qui liront ceci, n'acceptez jamais qu'un homme puisse vous marquer, vous briser, vous réduire. Résistez, même si cela vous coûte tout, parce que vivre sans dignité n'est pas vivre du tout. Charity Brennan, février 1867. Sarah Whitfield ferma le journal avec des mains tremblantes. Elle savait qu'elle devrait l'apporter au shérif. C'était la preuve de 9 meurtres. Mais elle savait aussi ce qui se passerait. Le shérif le détruirait, comme il avait détruit toutes les autres preuves. L'histoire de Charity serait effacée, oubliée, enterrée avec elle. Sarah prit une décision. Elle cacha le journal dans sa propre maison, sous une latte de plancher dans sa chambre. Et elle commença à en recopier des passages, discrètement, qu'elle partageait avec d'autres femmes en qui elle avait confiance. L'histoire de Charity se répandit ainsi, non pas comme un document officiel, mais comme un récit oral, une légende murmurée, un avertissement et une inspiration. Les années passèrent. Le creux continua à exister, ses habitants vivant leur vie, travaillant leurs terres, élevant leurs familles. Les nouvelles générations ne savaient rien des événements de 1866 et 67. Pour eux, les 9 incendies étaient de l'histoire ancienne, des tragédies oubliées, des accidents expliqués et archivés. Mais parmi les femmes, l'histoire persistait. Les mères la racontaient à leurs filles dans le secret de leur chambre. Les grands-mères la murmuraient à leurs petites filles pendant qu'elles cousaient ensemble. C'était devenu un mythe, une parabole, un conte d'avertissement sur ce qui arrive quand on pousse quelqu'un trop loin. En 1923, plus de 50 ans après les événements, un historien amateur nommé Frederick Lawson, visitant les archives du comté de Harlan, tomba sur une série curieuse de rapports de décès. 9 hommes, tous de la même petite région, tous morts dans des incendies sur une période de 18 mois. En tant qu'historien, il sentit immédiatement qu'il y avait une histoire là-dessous.
Il commença à enquêter, consultant de vieux journaux, interrogeant les habitants les plus âgés du creux. La plupart refusèrent de parler ou prétendirent ne rien savoir. Mais une vieille femme de 82 ans nommée Margaret Sutton accepta finalement de lui parler. Elle avait été une jeune fille de 16 ans à l'époque des incendies. Elle avait connu Charity Brennan, l'avait croisée à l'église, au magasin général. Elle se souvenait d'elle comme d'une femme sévère mais juste, qui travaillait dur et ne demandait rien à personne. C'était une femme forte, dit Margaret à Lawson, assise dans sa cuisine ensoleillée, ses mains noueuses serrant une tasse de thé. Plus forte que n'importe quel homme de cette vallée. Ils ont essayé de la briser, mais ils n'ont fait que la forger en quelque chose de terrible et de beau à la fois, comme une lame dans le feu. Vous croyez qu'elle a vraiment tué ces hommes ? Demanda Lawson, son carnet ouvert devant lui. Margaret sourit, un sourire énigmatique qui contenait des décennies de secrets. Je crois que parfois, monsieur Lawson, la justice n'est pas ce que les lois disent qu'elle devrait être. Je crois que parfois, la justice vient de l'endroit le plus sombre et le plus pur du cœur humain. Et je crois que ces 9 hommes ont eu exactement ce qu'ils méritaient. Mais c'était du meurtre. Était-ce un meurtre ? Margaret posa sa tasse avec un cliquetis délicat. Ou était-ce une exécution ? Ces hommes avaient commis un crime terrible contre une femme sans défense. Ils l'avaient marquée comme du bétail, volé sa dignité, détruit sa vie. Et ils allaient s'en tirer impunément parce que c'était une femme seule et qu'ils étaient 9 hommes respectés. Où était la justice dans ça ? La loi, l'interrompit Margaret avec une pointe d'amertume, ne protège que ceux qui ont le pouvoir de l'utiliser. Une femme seule, en 1865, n'avait aucun pouvoir, aucun recours, aucune voix. Alors elle a trouvé un autre moyen. Vous sympathisez avec elle. Je sympathise avec toute femme qui doit vivre dans un monde où les hommes pensent pouvoir la marquer comme du bétail et s'en tirer impunément. Margaret regarda Lawson droit dans les yeux, et il vit dans ce regard une fierté féroce, une solidarité qui transcendait le temps. Charity Brennan a fait ce que beaucoup de femmes auraient voulu faire, mais n'ont jamais osé. Elle a refusé d'être une victime, elle a refusé l'impunité, et pour ça, je l'admire, même si elle a commis des meurtres, surtout parce qu'elle a commis ces meurtres. Margaret se leva avec difficulté, signalant que l'entretien était terminé. Maintenant partez, monsieur Lawson, je n'ai plus rien à vous dire. Et si vous êtes intelligent, vous n'écrirez rien sur cette histoire. Laissez Charity reposer en paix. Lawson quitta le creux troublé. Il passa des semaines à essayer d'écrire un article sur l'affaire Charity Brennan. Mais plus il écrivait, plus il se rendait compte qu'il n'avait aucune preuve concrète. Tout n'était que rumeurs, témoignages de seconde main, suppositions. Il ne pouvait pas prouver que Charity avait tué qui que ce soit. Il ne pouvait même pas prouver avec certitude que les 9 hommes l'avaient agressée. Et même s'il pouvait prouver tout cela, que serait le but ? Révéler qu'une femme désespérée avait pris la justice en main parce que le système l'avait abandonnée ? Transformer sa tragédie en spectacle pour lecteurs avides de sensationnel ? Il abandonna l'article. Les notes furent rangées dans une boîte, qui fut rangée dans un grenier, qui fut oubliée. L'histoire de Charity Brennan resta enterrée dans les archives poussiéreuses du comté de Harlan, dans les mémoires défaillantes des vieillards, dans les murmures secrets des femmes. Elle devint un mythe, une légende, un conte que personne ne pouvait tout à fait croire, mais que personne ne pouvait tout à fait ignorer. Aujourd'hui, si vous visitez le creux, vous ne trouverez aucune trace de ces événements. Les maisons où brûlèrent les 9 hommes ont disparu depuis longtemps, remplacées par des structures modernes ou tout simplement par des champs vides. Le cimetière où fut enterrée Charity est envahi par les ronces, les pierres tombales, effacées par le temps et les intempéries. L'église où elle priait le dimanche a été démolie en 1950 pour faire place à un bâtiment plus moderne. Mais parfois, lors des nuits d'orage, quand le vent hurle à travers la vallée, les vieilles femmes du hameau disent qu'on peut encore sentir l'odeur de fumée près de l'endroit où s'était dressée la ferme de Caldwell. Elles disent
qu'on peut entendre des cris portés par le vent, 9 voix d'hommes hurlant dans les flammes. Et elles disent qu'au milieu de ces cris, si on écoute très attentivement, on peut entendre autre chose. Pas un rire, comme le disent les légendes, mais quelque chose de plus triste, de plus profond. Un soupir, le soupir de quelqu'un qui a enfin trouvé la paix après une longue, longue lutte. Le soupir de quelqu'un qui a obtenu justice, même si cette justice avait le goût de cendres et de sang. L'histoire de Charity Brennan pose des questions qui n'ont pas de réponse facile. Était-elle une meurtrière ou une justicière? Une victime qui est devenue bourreau? Ou simplement quelqu'un qui a repris le pouvoir qui lui avait été volé? À quel point peut-on être poussé avant que la vengeance devienne légitime? Où se trouve la ligne entre justice et meurtre? Ces questions restent sans réponse. Peut-être qu'il n'y a pas de réponse. Peut-être que l'histoire de Charity est simplement un rappel sombre que nous vivons dans un monde où la justice n'est pas toujours possible, où les victimes doivent parfois devenir des criminels pour obtenir ne serait-ce qu'un semblant de compensation, où le prix de la dignité peut être le sang et le feu. Les cicatrices ne s'effacent jamais vraiment. Elles nous changent, elles nous définissent, et parfois, si nous ne sommes pas prudents, elles nous consument aussi complètement que n'importe quel incendie. Charity Brennan portait 9 paires d'initiales gravées dans sa chair. Quand elle mourut, elle avait gravé les siennes dans la chair de 9 hommes. Un échange équitable? Une justice poétique? Ou simplement une tragédie dans laquelle tout le monde a perdu? L'histoire ne nous le dit pas. L'histoire nous donne seulement les faits. 9 hommes morts, une femme morte. Un hameau marqué à jamais par des événements qu'ils préfèrent oublier. Et une question qui persiste, plus d'un siècle et demi plus tard. Est-ce que tout cela s'est vraiment passé? Les documents officiels disent que non. 9 incendies accidentels. Des coïncidences tragiques. Rien de plus. Mais les femmes du Creux savent différemment. Elles connaissent l'histoire de Charity Brennan. Elles la transmettent à leurs filles, leurs petites-filles, leurs arrière-petites-filles. Non pas comme un fait historique vérifiable, mais comme quelque chose de plus important. Un avertissement, une inspiration, une preuve que même dans les moments les plus sombres, même face à l'injustice la plus absolue, il est possible de refuser, de résister, de se battre, même si cela vous coûte tout, même si cela vous transforme en quelque chose que vous n'auriez jamais voulu devenir, même si cela se termine dans les flammes. Parce que parfois, les cicatrices ne sont pas seulement des marques de ce qui nous a été fait, elles sont aussi des rappels de ce que nous avons refusé d'accepter. Et Charity Brennan, qu'elle ait existé ou non, qu'elle ait tué ces hommes ou non, représente quelque chose d'important. L'idée qu'aucune victime n'est totalement impuissante. Que même marquée, même brisée, même abandonnée par la loi et par Dieu, une femme peut encore choisir son propre destin. Même si ce destin est le feu. Vous venez d'entendre l'histoire de Charity aux cicatrices. Était-elle une meurtrière ou une justicière? Une victime qui est devenue bourreau ou simplement quelqu'un qui a repris le pouvoir qui lui avait été volé? Où se trouve la limite entre justice et vengeance? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Si cette histoire vous a marqué, partagez-la avec quelqu'un qui n'a pas peur de regarder les zones sombres de l'histoire humaine. Abonnez-vous pour d'autres récits du passé qui refusent de rester enterrés. Et rappelez-vous, l'histoire officielle n'est pas toujours la vraie histoire. Parfois, la vérité brûle dans l'ombre, attendant d'être découverte.